Wow! 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 À tonton Kim! Hey, oui, Kim, yeah! Et voilà, oui! Les trois, on est en train de mourir devant l'écran pour jouer Obélien. Hey, salut tout le monde! Bienvenue encore à ce nouvel épisode d'Obélien. C'est l'épisode dans le désert. Puis là, je vais prendre du sel comme ça, puis je vais faire... Oh, wow! Vous ne l'avez pas vu, hein? Vous avez non, dû pas rien voir. pantoute. J'ai juste crissé du sel aux plantes partout sur mon bureau. Fait que, hey, merci encore à mes deux joueuses pour cette quête annexe de Obélien à la source de la pyramide d'être présente avec moi ce soir pour cette aventure qui, j'espère, vous plaît jusqu'à présent. Et là, je ne parle pas à vous parce que je sais que vous, ça vous plaît, mais je parle bien aux gens qui l'écoutent présentement. Et je suis sûr que ça les plaît aussi. Je suis sûr que ça plaît à tout le monde. Ça leur plaît à tout le monde. Tout le monde. Fait que merci à vous encore d'être là avec moi. Ça va-tu bien? Oui. Cool. Toi-même. Oui, j'ai chaud un peu. Il fait chaud chez nous. Mais déshabille-toi, pauvre homme. Mais j'ai pas de culotte présentement. Je vais comme limiter ça. Non, c'est pas vrai, j'en ai, c'est ça le pire. Mais non, mais j'ai chaud. Puis en plus, j'ai genre un fan dans ma face qui me pousse du vent. Mais je sais pas pourquoi il fait chaud de même. Je sais pas s'il fait chaud de même chez vous, là, mais... Non, je gèle. Ouais. T'es-tu comme dans un sous-sol? Oui, je suis dans mon sous-sol. La fan, elle ne marche pas parce qu'il faut... Oui, puis il faut changer la fournaise. Fait que là, il y a comme... C'est ça. J'ai frette. Okay. J'ai frette. Bon. Je t'aboute. Je t'aboute, mais je comprends. Je t'aboute des Renault. Parfait. Puis toi, Marika, à Montréal, est-ce que c'est le smog et la chaleur? Ben là, je suis à l'air climatisé présentement, donc je me suis isolée de ce qui se passe à l'extérieur. Je fais fi de toute cette chaleur, moi. J'aimerais tellement savoir sur la climatisée. Ça a tellement l'air de fun comme concept. Fait que, hey, merci encore. Parlant d'air climatisé, parlant de chaleur, on se replonge ce soir dans l'aventure de Obélien à la source de la pyramide. Mais avant toute chose, avant de sauter dans cet épisode-ci, petite parenthèse seulement pour dire qu'au moment où l'épisode sort pour les gens qui l'écoutent, nous avons lancé le concours des donjons critiques, nouvelle édition 2022. Printemps-été 2022, cette édition-ci qui, cette fois, porte sur du Hexcrawl. Donc, on voulait faire un petit changement. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un donjon a priori, mais plutôt de 7 zones à créer afin de, selon certaines modalités, selon certaines balises, afin de créer des endroits à explorer avec des rencontres aléatoires et des objectifs et tout ça. Je suis très, très, très enthousiaste à voir ce projet-là aller, à voir les gens qui vont y participer, à recevoir déjà à recevoir éventuellement plusieurs résultats et plusieurs, on va dire, Hexcrawl convaincants. Je suis vraiment hâte de pouvoir aussi après les juger et leur donner des notes exécrables ou incroyables selon le Hexcrawl. Je demeure très modulaire. Et là, Marika a un chat et c'est merveilleux pour les gens qui nous écoutent purement en audio. Ils ne le voient pas, mais Marika a un gros chat avec elle. Il a de l'air fluffy. Fait que oui, les donjons critiques, merci encore de participer. C'est quelque chose. Deuxième année consécutive. On est un peu plus aiguisé que la première année. Fait qu'on sait un peu plus où est-ce qu'on s'en va avec nos skis puis comment est-ce qu'on gère ça. Fait que ça devrait être un peu plus rapide que l'année précédente concernant la suite des choses. Et pour sauter ainsi sur un autre sujet, Kim, je pense que tu voulais non pas m'envoyer chier, mais me dire autre chose. T'es sûr? Ben, je sais pas, ça doit se voir. Mais non, en fait, je voulais faire tout le contraire. Je voulais donner un gros merci à quelqu'un qu'on aime tous énormément. Je l'aime d'amour. En la personne de Travis Savoie. Donc, on voulait... Lui qui a fait la chanson depuis les tout débuts d'Obélien. Donc, on voulait le remercier encore et toujours pour nous partager son grand talent. Et donc, un gros cœur à Travis. Et... si je ne m'abuse, tu vas pouvoir m'aider sur les dates, mais il y a Soundscape qui... Soundsquire qui va, si ce n'est pas déjà sorti, devrait sortir, ou en tout cas... 1er juillet. C'est ça, dans le bout de juillet, je sais pas on est quand, hein? Je suis perdue dans le temps. On est vraiment... C'est ça l'été, en fait. C'est comme un moment comme... C'est ça. On est-tu en août présentement? Je sais pas. Mais oui, voilà. Soundsquire, 1er juillet. Soundsquire, 1er juillet. Si on n'est pas le premier, attendez-le impatiemment. Si on est dépassé, allez, courez-y. Donc, une grosse vague d'amour pour notre Travis d'amour. Merci beaucoup, Travis. Oui, et je ferai la passe. Moi, c'est sur mon écran, je suis à la bonne place, là, mais à Marika. Oui, pour continuer dans les gros merci, on va aller vers quelqu'un de nouveau peut-être pour vous. Travis Savoie, c'est un vieux de la vieille quand même dans la communauté. Il est vieux. Quand même, hein? Vieux. Ouais. Vieux Christ.
Donc, pour faire un beau gros merci à Sacha Ravenda qui a dessiné nos bonhommes pour cette à côté quest particulière. Donc, un gros merci à cet artiste. Vous pouvez aller voir sa page Facebook qui s'appelle Sacha Ravenda Art Illustration. Donc, je vous invite vraiment à aller encourager son travail, voir qu'est-ce qu'il fait. Et vous avez un petit aperçu ici. Donc, ça nous fait plaisir d'avoir vu nos personnages prendre vie sous ton crayon, Sacha. Et voilà. Donc, ils vont nous accompagner tout au long de cette quête. Merci beaucoup, Sacha. C'est toujours plaisant d'encourager le talent québécois. Là, c'est comment cool. Puis c'est fun parce que pour vrai, j'en ai parlé récemment à des gens de se dire hey, pour vrai, on fait affaire avec du monde, de la musique, des dessins, tout ça, c'est fait ici. On a du talent, on en revend, ça me fait capoter. Bientôt, on va avoir des miniatures qui vont être faites par Kim, puis des aventures écrites par Marika. Puis là, ça va être fou dans la tête. Tout va être fait ici. On a tout trouvé ça sur le panier bleu. Oui, exactement. Oui. Le fameux panier bleu que tu peux juste voir, mais pas acheter. Prochaine étape, dominer le monde. Dominer le monde, exactement. Exactement. Fait que merci beaucoup à vous deux, Sacha et Travis. Merci à vous deux, Marika et Kim, d'avoir fait cette mention. Et sans plus attendre, commençons ici l'épisode avec notre intro et on se retrouve après pour le résumé de l'épisode précédent. Point. Je fais ça à chaque fois, hein, puis il coupe à chaque fois. Non, il coupe pas tant que ça. Cette intro-là est fouette dans la tête. Oh, bref, on continue ainsi pour l'épisode de ce soir, mais avant toute chose, bien sûr, un résumé de l'épisode précédent. Est-ce que vous entendez la musique? Parfait. Donc, au courant de l'épisode précédent, on va dire l'épisode qui a débuté cette aventure pour nos deux alphelines, vous êtes des alphelines qui habitent l'Oasis, mais que vous n'avez pas nécessairement passé l'entière de votre vie dans cet endroit. Vous êtes les représentants d'un peuple qui est très peu présent dans cet endroit, on va dire très habité. Et vous vous êtes fait approcher lors de votre journée quotidienne, de votre vie quotidienne, alors que vous faites vos manigances et votre commerce souterrain, comme vous l'aimez l'appeler. Vous vous êtes fait approcher par des gardes de l'Oasis qui vous ont demandé en fait de les accompagner afin de rencontrer des individus particuliers. Et ainsi, vous avez fait connaissance de Nitolaos, Vel Volatis, ainsi qu'un enfant de dragon du nom de Yubel, qui en fait ils vous ont demandé d'accomplir une tâche qui est de prendre contact avec un regroupement de halflins qui habitent dans une zone qui s'appelle la Descente Verte et en fait de discuter avec eux afin d'avoir le droit de passage dans ce territoire afin d'atteindre une pyramide volante qui demeure flottante au-dessus de la Descente Verte et que ce serait important d'avoir le droit de passage, si on ne veut pas comme que tout dégénère en bain de sang, puisque ce regroupement d'Alflin est a priori, selon les rumeurs et selon ce qui a été dit, tout de même assez tribal, sauvage. Donc, vous avez accepté, puisque vous êtes vous-même des Alflines et que vous parlez Alflin, je présume. J'espère que c'est dans vos langues. J'espère que vous parlez autre chose. Est-ce que vous parlez autre chose qu'Alfline? Oui. Parfait, merveilleux. Parce qu'on s'entend que sinon, vous n'auriez pas pu avoir cette discussion-là avec eux autres, parce que presque personne parle Alflin, à part les Alflins. Donc, vous avez accepté le travail d'aller prendre contact avec eux et vous êtes accompagné par Yubel afin que celui-ci serve aussi un peu en même temps de yeux et d'oreilles pour l'Oasis et qu'il puisse être présent lors de cet échange. Et par la suite, celui-ci va mener un regroupement d'enfants de dragons avec qui il a créé des liens pour aller attaquer cette pyramide et la faire tomber à une manière de mission à la Suicide Squad presque. Alors que d'autres regroupements d'aventuriers que nous connaissons ont tout simplement disparu.
Et au moment où l'épisode est arrêté, vous étiez parti avec Yubel en direction de ce lieu, de cette descente verte. Et nous allons ainsi reprendre l'épisode à ce moment même. Alors que on peut apercevoir, nous sommes maintenant de l'autre côté de l'oasis, ainsi, autour de vous, et autour de, plutôt de ce que les gens peuvent voir autour d'eux, c'est vraiment un désert, un véritable désert sans fin, de l'est à l'ouest vers le sud, alors qu'au nord, c'est la grande chaîne de montagnes qui permet d'aller jusque dans l'oasis. Ce grand désert qui, a priori, donne l'impression d'être à perte de vue, mais qui, au final, cache de nombreux secrets, de nombreux lieux mythiques, de nombreux endroits habités, mais qui, de surface, ne donne l'impression qu'être une mer de sable infinie. Vous êtes, en fait, aux abords d'un de ces fameux catamarans des sables, alors que vous faites transporter vers une direction accompagné d'Ubel, mais vous ne vous faites pas, dans le fond, mener directement jusqu'à la descente verte. C'est plus une espèce de... Le catamaran va vers là, puis après ça, il tourne vers là, et vous débarquez à un certain endroit, puis vous continuez le reste à pied. Ça ressemble un peu à ça. C'est d'entendre que vous avez fait avec quelqu'un que vous avez croisé à l'extérieur. Fait qu'au moment où on reprend, on peut voir le grand catamaran des sables qui est encore une fois poussé par l'utilisation organique des vents, alors qu'un espèce de satyre marchand commerçant vêtu d'habits colorés fait aller ses mouvements de bras pour pouvoir faire avancer le catamaran et qui est lui-même tiré par un gigantesque cerf-volant qui monte dans les airs et qui prend courant ainsi dans les courants aériens de la mer des sables. Et au bout de peut-être quelques heures, alors que vous êtes les trois assis côte à côte au bord du catamaran, vous voyez que vous n'êtes pas les seuls, d'autres personnes qui ont embarqué. Souvent, des gens font ça lorsqu'ils quittent l'oasis. Ils prennent le premier, on va dire, véhicule qui peut les transporter en échange de quelque chose. Et ils vous transportent. Cette fois-ci, ça a été Yubel qui a comme donné de ses poches comme quelques pierres précieuses qu'il gardait depuis un certain temps et qui vous a fait ainsi permis de gagner un peu de temps de déplacement à bord du véhicule. Et vous êtes resté ainsi à bord du catamaran peut-être quelques heures tout au plus. J'aimerais seulement commencer en vous posant la question, est-ce que vous avez tenté de faire la discussion avec Yubel? Est-ce que vous avez tenté d'en apprendre plus? Est-ce que vous avez posé des questions particulières? Ou vous êtes restés les trois? Parce que lui, c'est pas nécessairement le gars qui parle le plus. Là. Je sais pas si vous le connaissez un peu, mais il parle pas beaucoup. Fait que souvent, si vous parlez pas, il parle pas. Vous êtes les trois à côté de l'autre, puis c'est silencieux de même. OK. Fait que c'est ça. Fait que... moi, c'est sûr que j'aurais peut-être essayé d'y parler, là, pas nécessairement faire la conversation pendant 4 heures, mais j'aurais peut-être pris la peine de lui poser quelques questions. Mais avant, je veux juste savoir, quand on est sur le catamaran, est-ce qu'on a... on est dans le désert, là, on voyage sur le désert un peu comme si le sable était de l'eau, là, c'est ce que j'en comprends. Est-ce que nous, admettons, on peut toucher le sable ou on est vraiment plus haut, il y a une barrière, il y a quelque chose qui nous empêcherait non. Tu pourrais pas du tout te pencher et toucher le sable au travers des cordelettes du catamaran, si tu veux. Oui, effectivement. Puis peut-être même que ma classe se pencherait de façon assez dangereuse. Là. Je frôlerais quasiment le sable pour en prendre une poignée et à la fois, je m'imprègne du désert. Là. Ça faisait peut-être un petit moment qu'on n'était pas sorti de l'oasis. Puis là, j'ai l'impression de retourner chez moi. Donc, je prendrais une bonne poignée que je mettrais dans une des multiples pochettes que j'ai après mon pantalon. Multiples pochettes qui sont justement pleines de contenants de sable d'ici et d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, je voudrais effectivement parler avec Yubel. Parfait. Je te demanderais peut-être de me faire un jet de... Je te laisse décider. Ça va être un résultat différent selon ce que tu prends entre insight, entre perspicacité ou religion. Attends un petit peu. Je vais y aller avec insight. Parfait. 10 sur mon jet d'insight. OK. Je te dirais que le catamaran va à une certaine vitesse. Tu prends des poches de sable, tu te l'en mets dans tes poches de culotte. Et tu as justement cette espèce de communion, en quelque sorte, que tu as avec le désert depuis toujours. Alors que souvent, c'est un peu une habitude que tu as, c'est essayer de percevoir des messages au travers de l'ondulation du sable et des formes que celui-ci peut prendre, puisque c'est en quelque sorte un peu pourquoi tu crois. Et ainsi,
peut-être parce que ça fait longtemps, peut-être parce que c'est une journée particulière, mais t'es pas capable pour l'instant, ou peut-être même parce que le catamaran va trop vite, mais tu as de la difficulté à vraiment essayer de voir quoi que ce soit en lien avec tes propres perceptions et ta compréhension du territoire et de l'ondulation présente du désert, je te dirais. Mais tout de même, tu ramasses ton sable et tu le mets dans tes poches. OK. Est-ce que tu voulais poser une question justement particulière à Yubel? Ouais. Puis je te dirais qu'en ressentant justement ce manque d'équilibre-là avec ce que j'appellerais mon entité spirituelle, je vais peut-être en prendre un petit peu puis en laisser s'égrener sur mes scarifications, comme pour qu'elles viennent combler les trous que les scarifications laissent de ce sable-là. Et je me dirigerai vers Yubel. Je m'assoirai près de lui, puis je ferai signe à Shinta de venir aussi. Vous me semblez, mon ami, si je peux vous appeler ainsi, créature de peu de mots. Mais tout de même, est-ce que vous avez des informations que vous ne nous avez pas partagées ou que vous ne pouviez pas nécessairement dire devant les deux individus que nous avons rencontrés plus tôt? Est-ce que vous avez des secrets sur la pyramide ou même sur le peuple d'Alphelin qui habite la descente verte que vous pourriez en fait nous dire afin de nous aider? Il te regarde, puis il a un petit sourire en coin, alors qu'il est tout le temps les bras croisés, puis il est comme assis en indien avec les bras croisés, en silence, puis il y a un petit sourire qui apparaît sur son visage d'enfant de dragon bleu. Puis il fait ah, vous êtes perspicace, je suis un homme de peu de mots, effectivement. C'est pour faire référence aux fois que vous avez pas de dire que tout le monde était perspicace dans l'Oasis. Mais suite à ça, il dit oui, il y a certaines choses que je n'ai pas mentionnées nécessairement à Valvolatis ni à Nitolaos pour la simple et bonne raison que je ne les connais pas plus que de raison et que je ne suis pas non plus... comment je pourrais dire... Je travaille pour une instance supérieure qui se nomme Ephridim, qui est une cité dans une anse commerciale à l'est. Et ainsi, de ce fait, je ne suis pas non plus la personne qui va le plus s'ouvrir à d'autres instances supérieures, pas nécessairement dire adverses, mais différentes. Donc, oui, je pourrais avoir des informations à vous partager puisque vous ne représentez pas une instance supérieure, vous ne dirigez pas non plus un regroupement, ou vous n'êtes pas non plus à ce que je cherche, à moins que vous me cachiez quelque chose, vous n'êtes pas des dirigeantes d'un empire alphelin. Puis, il avait un sourcil de genre, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Bon. Mais dans ce cas, concernant la pyramide, oui, il y a quelques petites choses. Une des personnes avec qui je voyageais dernièrement semblait avoir un lien particulier avec la pyramide en soi, comme si il reconnaissait. Celle-ci a des visages sculptés sur elle. Des visages qui représentent des individus que je ne connais pas, mais que lui, du moins, il semblait connaître. Et de ce fait, on a l'impression qu'on pourrait peut-être pénétrer l'endroit via un de ces visages, puisqu'il y a des orifices, que ce soit le nez, les yeux, la bouche, des fois ouvertes. Et c'est assez difficile de comprendre par où est-ce que ces bestioles, qu'on appelle les gnomes, sortent de la pyramide. Donc, à défaut de passer par le chemin qu'ils utilisent, ce serait peut-être plus rusé de passer par un chemin annexe, si je peux me permettre. Mais concernant d'autres informations, je ne pourrais pas dire, excepté qu'elle va excessivement vite pour nous avoir poursuivis sur quelques kilomètres, alors que nous étions justement à bord d'un catamaran des sables. Mais outre ça, je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais concernant le peuple des Alphelins de la descente verte, comme vous le dites, je n'ai pas spécifiquement fait affaire avec eux, mais j'ai déjà discuté avec des commerçants au courant des derniers jours, alors que nous avions pris conscience que la pyramide était à cet endroit. Et il semblerait que la majorité d'entre eux, sinon la totalité d'entre eux, avaient subi des attaques, que ce soit des fléchettes empoisonnées ou d'autres choses de la sorte, avant même d'avoir pu échanger avec eux. Et si je peux me permettre, qu'avez-vous à gagner de cette mission?
ça serait excessivement long à dire, expliquer, excepté que j'ai un travail, un objectif de faire tomber quelqu'un qui a un lien connexe avec la pyramide, mais qui n'est pas directement dans la pyramide ou à la pyramide, et qui j'aurais tout intérêt, en fait. Mon objectif est plus lié à ce qui suit la chute de la pyramide que la pyramide en soi. C'est-à-dire, nous avons pris une entente avec Nitolaos et Vel Volatis afin de, disons, avoir une force de frappe pour reprendre un endroit précis situé à l'ouest. Je ne sais pas jusqu'où vous êtes allé voyager, mais est-ce que la faille vous dit quelque chose? C'est à vous de me dire, j'en ai aucune idée si vous êtes déjà allé là. Ben, je pense pas que moi je suis allée, mais le nom me dit de quoi? C'est sûr, certain. C'est ça. Ouais, j'aurais pas tendance à dire que je suis allée non plus. Par contre, est-ce qu'on sait, nous, pour les créatures, est-ce qu'on peut en avoir déjà entendu parler des gnolls? Fais-moi un jet de... Fais-moi un jet de nature. Nature. Tu peux le faire aussi si tu veux, Shanta. J'ai 12. OK. J'ai eu 20. Pas naturel. J'ai un 20 dirty 20. OK. De ton côté, Shanta, je te dirais que de ce que tu connais des gnolls, c'est que ce sont des bêtes qui sont proches peut-être... C'est difficile à dire. C'est vrai que ça se limiterait au concept de bête du désert qui représente un danger permanent qui est associé justement à la pyramide, mais plus que ça, tu ne saurais pas dire. De ton côté, Malika, ça serait que tu sais que les gnolls sont des créatures qui sont origines d'une malédiction, ou du moins d'une maladie qui peut être transmise. Dans le fond, tu peux être touché par ça et te transformer au final en gnoll. C'est souvent des gens justement qui se perdent dans le désert, c'est des gens qui vont justement s'égarer ou qui ont rencontré des gnolls qui vont être touchés par ça un peu à la manière presque d'une lycanthropie, on va dire. Mais que ça n'a pas vraiment de distinction, ça peut toucher n'importe qui. Et que celle-ci donne l'apparence d'une créature trapue à des allures de hyène, difforme, qui a la motricité pour se battre avec des objets, des choses comme ça. OK, parfait. Excellent. Eh bien, ce partage est très apprécié, Yubel. Si vous voulez savoir quoi que ce soit en ce qui nous concerne, dans les limites du possible, eh bien, demandez. Donc, il vous regarde avec un air, encore une fois, il est tout le temps très neutre dans son regard. C'est bien rare qu'il ait l'air comme surpris ou autre. Puis il dit mais en fait, la seule question que j'aurais, que je serais curieux de savoir, c'est vous êtes à l'Oasis, mais définitivement, vous ne venez pas de là. Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à l'Oasis? Eh bien, disons que le commerce nous intéresse et le travail que nous faisons est sollicité dans les endroits où il y a plus de gens et le désert est particulièrement inhabité. Donc, pour vivre, nous avions besoin d'aller là où il y avait du travail. L'Oasis était un endroit tout à propos. Et justement, si... Habituellement, je ne veux pas non plus faire présomption sur les habitudes de votre espèce, mais les Halflings, justement, sont souvent en regroupement, en clan. Est-ce que vous avez déjà été plus que 3 que vous deux et votre frère, ou ça a toujours été seulement vous 3? En termes d'Halflings, ça fait tellement longtemps que nous sommes juste nous 3 que je pourrais pas vous dire à quel clan on appartient. Par contre, nous avons des alliés, nous avons un clan d'adoption à l'Oasis, je dirais. D'accord. C'était purement par curiosité. Je sais pas de... Puis vous voyez qu'à ce moment-là, c'est comme... Si ce gars-là, c'est pas le gars justement qui a le plus nécessairement de qualité sociale élevée. Fait on dirait que la conversation n'était pas finie, dans le sens que vous n'avez pas comme fait un ah ben, c'était intéressant, vous avez échangé, mais il a juste comme arrêté de parler. Il est retombé comme dans son espèce de silence classique, là, où est-ce qu'il dit rien, puis il fait juste vous regarder. Là. Ou pas vous regarder si vous ne le regardez pas. Là.
je retournerai aussi dans ce silence. Là, je suis pas mal à l'aise avec le silence, au Parfait. contraire. Oui, au bout de quelques heures, au final, le catamaran s'arrête à une espèce de petit étang vraiment comme perdu au milieu du désert. C'est comme 3-4 palmiers avec un petit stand en bois où est-ce que des fois, il y a des gens qui vont comme se poster là pour échanger, accrocher leur monture ou autre, se cacher du soleil. Et c'est comme un endroit où les gens débarquent majoritairement, ceux qui vont comme dans d'autres directions, et dont vous, alors que vous débarquez du catamaran et que vous êtes maintenant, vous deux, ainsi que Yubel, sous le soleil tapant, et que au bout de quelques minutes, le satyre recommence un peu sa magie arcanique et que le catamaran reprend vie pour repartir dans une direction absolument différente de celle que vous devez prendre a priori. Là. Et sous le soleil tapant du désert, alors que sous vos pieds, vous sentez vraiment le sable chaud qui vient jusqu'à réchauffer votre corne et même à peut-être même faire griller vos dessus-pieds poilus d'alflin. Vous voyez que Yubel vous regarde et il dit est-ce que l'une d'entre vous voudrait ouvrir la marche à partir de maintenant? Veux-tu que j'y aille? C'est une bonne vieille habitude pour moi. Non. Ah. Mais vous pouvez y aller les deux en même temps, je peux rester en arrière, ça ne me dérange pas. Moi, c'est comme tu veux, ça. Je pense que Shenta pourrait y aller, mais moi, je peux rester invisible et la suivre de très près. C'est vrai que tu dis ça, puis il fronce un peu les sourcils de dragon, puis il regarde autour, puis c'est comme genre le désert, puis il n'y a rien, là. Puis il fait OK, je suis quand même curieux de voir ça. Allez-y. Et je laisserai Shenta commencer à avancer. Et tous mes vêtements, je ferai vraiment en sorte que j'ai juste l'air d'une motte de sable parce que tout est beige sur mes vêtements, là. Comme je mets le foulard autour de mon visage. Puis étant petite comme je suis, probablement que je me mets un peu à quatre pattes, là. Je commence à avancer et j'essaye de me confondre avec le sable en suivant derrière Shenta de quelques pas. Fait qu'on voit juste mes oreilles à peu près sortir du terrain. Parfait. Ton côté Shenta, est-ce que tu as une procession particulière ou... Pour le moment, je dirais que je fais juste m'imprégner de l'environnement, du vent qui pousse, du soleil. Puis c'est comme ça qui me guide. Puis je cherche pas du tout à masquer ma présence. Parce que je me dis, de toute façon, quand les regards sont sur moi, ils sont pas sur Makila. Par contre, si éventuellement je sens que c'est ça, je sens qu'il y a danger, j'interviendrai, puis à ce moment-là, je changerai mon attitude, mais pour le moment, je fais juste comme communier avec le désert en avançant. Parfait. Fait que t'as toi qui avance et qui est comme cette espèce de presque un peu comme une tige qui sort du désert et qui est perceptible par tous, et tu marches tranquillement. Et seulement la personne qui a le regard le plus aguerri peut justement pouvoir dévier ses sens en direction de cette espèce de motte-là, à la manière de, on dirait, une roche qui se déplace derrière toi et qui suit un peu le mouvement du sable pour suivre les ondulations et ainsi se camoufler au travers du désert qui se lève et justement des dunes de sable qui s'enchaînent. Et derrière vous, il y a un Yubel, les bras croisés, qui marche un peu plus lentement, mais qui suit quand même la cadence en direction de l'est, alors que vous vous dirigez vers la descente verte. Et ainsi, nous rentrons dans on va dire un mode de jeu que j'ai pas nécessairement tant exploré avec l'autre groupe si longtemps, mais à quelques reprises, une espèce de mode un peu plus X-Crawl, faisant des clins d'œil, alors que c'est comme la thématique ces temps-ci. Fait que je vais demander à Donjon Critique, participer et partager. Je vais demander s'il te plaît, Shenta, en premier lieu, de me faire un jet de survie alors que tu commences à te diriger au travers du désert. Ça va être un 16. OK. Tu marches à un bon pas, suivi de ta sœur qui te suit aussi de très près, et suivi de Yubel qui suit aussi de très près. Et durant les premières heures de votre déplacement à pied, vous finissez par... C'est particulier parce que c'est comme si le désert fonctionne un peu à la manière
on va dire, d'une horloge qui va tout le temps comme suivre une certaine ondulation qui va comme vraiment être très, très, très calculée, alors que genre le sable va commencer à se déplacer en espèce de forme de serpentin, que les dunes vont commencer à s'enchaîner. Tout se fait de manière naturelle, mais c'est super bien calculé. Et c'est un peu ça l'espèce de truc en quelque sorte pour pouvoir marcher dans le désert, c'est que vous preniez ce beat-là, c'est que vous prenez ce rythme-là de la vitesse du sable, de la vitesse des dunes qui se déplacent. Et au final, vous avez presque l'impression que vous faites du surplace parce que vous suivez le mouvement, fait que vous êtes tout le temps dans la même côte, dans la même dune, mais vous avancez quand même. Et ça vous permet en fait en fait, un peu garder votre force de déplacement sans vous donner l'impression que vous vous fatiguez trop. Et je suis le gars qui a beaucoup trop lu sur les déplacements dans le désert dans les derniers jours. Fait que ça ressemble un peu à ça. Fait que tu marches et même qu'à un certain point, tu fais attention à. Je sais pas si t'es gauchère ou droitière, là, c'est ton personnage, ça lui regarde. Mais tu vas tout le temps faire bien attention à mettre plus de force sur ta jambe faible pour pas finir à faire marcher en rond, en fait. Qui est aussi comme un danger dans le déplacement du désert. Merci, Bear Grylls. Je sais plus trop c'est quoi le nom du gars qui fait de la survie en lieu extrême. Marcher ainsi pendant plusieurs heures alors que le soleil suit son chemin au-dessus de votre tête et que ça devient tout de même assez tapant à un certain point. Oui, vous êtes habitué, oui, c'est dans votre nature, c'est dans votre cœur, ce fonctionnement, sauf que tout de même à un certain point, lorsque le soleil est à son maximum, là, ça tape dans les 50, 60, là, puis il commence à faire particulièrement chaud, puis il n'y a pas grand-chose pour vous cacher. Puis vous voyez que lorsque vous devez prendre une pause, là, souvent ce que vous pouvez faire, c'est que, exemple, toi, de ton côté, Malika, c'est que tu peux comme creuser dans le sable pour avoir comme la terre qui est plus froide et te coucher justement enveloppé dans ton espèce de poncho pour comme garder l'espèce de chaleur en quelque sorte. Et de l'autre côté, il y a Yubel qui a comme une espèce de grand, vous voyez, qui sort de son sac, c'est un espèce de long bâton en bois qui est comme enveloppé dans un espèce de drap, puis que quand il l'ouvre, ça fait comme un parasol qui le pop dans le sable et qui va comme se cacher en dessous. Bien sûr, si jamais tu as le besoin ou l'envie, Shanta, tu peux te cacher en dessous également. C'est à toi de voir, mais il est là. Oui. Je pense que moi, mon habitude, parce qu'on a souvent et longtemps voyagé dans le désert, là, ce serait prendre ce long morceau de tissu que j'ai tout le temps quand je voyage dans le désert, là, que je mets sur mes épaules, qui vient faire un peu un turban sur mon visage, puis qui passe sur ma tête et sur mon visage, là, comme j'avais dit, à l'image des hommes bleus du désert. Puis le fait que mon One Piece, en bon français, mon jumpsuit, il est super ample, ça permet de créer une aération aussi qui me garde relativement au frais dans le désert. Là. Fait que, tu sais, je tolère quand même bien la chaleur du désert. Vous voyez que cette première journée ainsi avance. Et je vais vous demander à vous deux, s'il vous plaît, de me faire un jet de sauvegarde, en fait, de constitution, avec l'avantage. Vous pouvez garder le meilleur chiffre des deux. 17. Oh. J'ai aussi eu 17, mais j'ai eu un 1. Fait qu'est-ce que je peux le relancer au cas où que j'ai un 20? Ah, parce que t'as le lock? Ouais. Arc, oui, vas-y. Juste au cas, 17, c'est quand même déjà bien. Non, c'est bon. C'est 17 le meilleur. Fait que les trois, Yubel aussi a eu un bon résultat. Les trois, vous êtes capable de maintenir votre respiration, vous êtes capable de maintenir votre énergie. Yubel, il y a une espèce de gourde dans laquelle il va piger de temps en temps. Probablement que vous avez votre équipement aussi pour pouvoir l'eau que vous pouvez boire. Là. Je prends en considération que vous aviez tout déjà votre stock puisque vous l'avez dit. Et on n'a pas d'eau. Là, vous vous rendez compte après 3 heures de marche. Oh non! Et vous voyez qu'au bout de peut-être 15 minutes de pause, vous reprenez la route en direction de la descente verte. Et vous voyez déjà que après ces quelques heures de marche, plus les quelques heures en catamaran qui vous ont fait tout de même traverser une bonne distance, vous vous rendez compte que l'environnement autour de vous commence à changer un peu, devenant un peu moins des dunes plutôt que un territoire un peu plus rocailleux. Bien sûr, encore une fois, des grandes zones de désert, des grandes
on va dire, nappes de sable, mais qui sont entourées de rochers, qui va, dans le fond, créer des effets d'ombre, qui va même créer, même à certains endroits, une certaine condensation, faisant des petites taches d'eau à certaines zones. Et vous voyez que vous rendez dans une espèce de... un endroit qui a l'air un peu plus... un peu plus frais et aussi un peu plus vivant, un peu moins unidimensionnel. Et même que la vie commence à être plus présente alors que vous commencez à apercevoir dans l'ombre de certaines grandes roches. Imaginez vraiment des espèces de grands arches rocailleux qui doivent faire peut-être un peu plus que 30 pieds dans les airs. Il y a des espèces d'arbustes qui ont commencé à pousser là, vraiment des plantes, des cactus. Bref, il y a de la vie qui commence à faire son apparition dans les environs. Et est-ce que c'est toujours toi qui rouvre la marche, Shenta? Je dirais que oui. Mais quand on arrive et on voit ce paysage-là, j'aimerais ça m'adresser à Shenta dans sa tête et juste lui dire rappelle-toi, ma sœur, Yubel a mentionné que les gens qui étaient venus avant nous avaient été attaqués à distance. Ici, ils ont des endroits pour se cacher. Dans le désert, ils étaient à découvert. Donc, sois un peu alerte. Je surveille tes arrières. T'as raison. Est-ce que tu penses que je serais mieux de me fondre dans la nature? Peut-être au moins tenter de te déplacer derrière ces gros rochers, trouver un passage qui te permettrait de jouer avec les ombres. Bien, merci. Ouais, j'essaierais probablement de, premièrement, m'approcher comme Makila l'a mentionné des gros rochers et j'essaierais de passer en fait je vous le faites tout le temps, puis là j'essaie de trouver les mots là, mais j'incanterais sur moi-même passer sans laisser de traces. Ah oui, ce fameux sortilège qu'on n'a pas l'habitude de dire en français. Oui, bien sûr, absolument. Fait que tu te concentres un peu et décris-moi donc un peu comment ça 50 un druide. J'ai tout le temps on dirait que chaque personne a sa manière de faire. Là. Je suis comme curieux. Ça fait vraiment partie, je dirais, de la spiritualité de autant de Shenta que de Makila, toutes ces communions-là avec le sable et le désert. Je dirais que Shenta est, d'un point de vue plus large, tu sais, les éléments, le vent, l'eau, tout ça, elle a un contact quand même assez intimement lié avec la nature. Donc, quand elle incante passer sans faire de traces, c'est vraiment cette communion-là qui augmente et qui s'étend. Et c'est comme s'il y avait un vent, un léger vent quand même, mais qui soulève le sable autour d'elle, qui la masque des regards, dans le fond. Puis le vent derrière elle vient, puis justement cache ses traces qui effacent, donc on peut pas nécessairement la traquer, on remarque pas qu'il y a quelqu'un qui est là. Puis elle s'efface comme ça, des regards dans un vent du désert qui la suit. Fait que c'est un peu une espèce de, si tu me permets pas de reformuler, mais d'ajouter, est-ce que tu vois ça un peu comme une espèce de... C'est comme si tu avais pas un échange, mais une entente avec la nature pour qu'elle agisse en ton sens, ou du moins en ton avantage à ce moment-là? Un certain sens, oui. Tu sais, dans le fond, pour moi, c'est juste une extension de moi-même. Fait que c'est pas tant où moi je suis une extension de la nature, ça serait plus dans ce sens-là. Fait que c'est pas tant une entente, juste que une continuité de la nature fait partie de moi et je fais partie de la nature. Puis en ce moment, j'ai besoin de masquer mon apparence, puis ça apparaît. C'est juste comme une entité. On est un tout. Parfait, parfait. Je présume que présentement, justement, votre objectif, c'est d'être le plus subtil possible pour vous trois. Oui. Parfait. Fait que je vais demander à tout le monde dans ce cas-là de me faire un jet de déplacement silencieux. Oui. 2 secondes. C'est pour Yubel aussi.
Est-ce que ton sortilège touchait Yubel? Ben, s'il est assez proche, dans le fond, c'est à C'est quoi la 30 distance? pieds de moi. Est-ce que tu t'es éloigné de 30 pieds de lui? Ben, moi, je m'éloigne pas de lui, c'est le savoir, OK. lui, ce qui me suit. Ouais, ben en fait, il vous suit les deux. Fait que si maintenant Ouais. vous commencez à vous séparer, ben il va choisir une des deux au hasard. Là. Fait que dans le fond, ouais, c'est ça. C'est que on fait un jet de stealth plus 10. Oui, exactement. Je te posais la Plus question parce que 10. j'ai vraiment eu de la OK. merde. C'est pour ça que je posais la question. Oh, oui. Moi, avec ça, j'étais à 17. Mais là, tu sais, admettons, moi, c'est désavantageux, son spell. J'ai plus de Pourquoi? stealth que... Non, mais c'est j'ai... Non, ça c'est plus 10. 10. Fait Ah, stealth ben là. plus 10. OK. Fait que là, t'as genre, tu peux Oh. avoir dans les 40, là, toi, j'imagine. J'ai 30. Ah, juste 30. Arc. Déception. Ok. Parfait. Fait que toi, t'as 17 de ton côté. Parfait. Fait que oui, que tu fais ton sortilège, tu réfléchis. J'imagine que c'est une espèce d'introspection. Je ne sais pas si tu mentionnes des paroles, là, mais une introspection qui se fait. À moins que tu me dises le contraire. Oui, non, oui, Ok, je te laissais parfait. continuer parce que je suis d'accord. Parfait. Et à ce moment-là, le sable commence justement à se mouvoir autour de tes pieds et à laisser justement aucune trace alors que tu avances et que tu te rends compte que même toi-même, tu ne t'entends pas marcher, qui est comme un effet quand même assez particulier, on s'entend. Et Yubel aussi est touché par ce sortilège. Et ça ne semble pas le surprendre plus que ça, dans le sens qu'il y a de l'air d'avoir déjà eu, du moins, eu l'avantage de ce type de sort au courant de son existence. Et il te suit de non loin, comprenant que vous considérez être dans un moment, du moins un territoire qui est peut-être un peu plus vivant, donc potentiellement plus dangereux que le simple désert. Et non loin de vous, il y a encore une fois cette espèce de... En fait, on la voit quasiment plus, là, cette roche-là. On voit juste comme... Ça donne l'impression presque comme d'un... Ça donne l'impression que c'est un mouvement dans le sable qui bouge, en fait. C'est ça qui est spécial. Alors que tu suis le regroupement. Et ainsi, vous continuez votre route et autour de vous, de plus en plus, alors que vous avancez, vous vous rendez compte que le territoire devient de plus en plus, je dirais pas verdoyant, parce que c'est pas vert, c'est plus l'espèce de savane un peu gris-chou, genre un pâle, jaune pâle à la manière de hautes herbes et que à un certain point, toi, Shanta, alors que tu marches sur tes deux pattes, t'en as comme jusqu'aux yeux, là, à un certain moment donné. Là, ça devient comme assez intense. Là, et que toi, de ton côté, ben, Malika, tu t'avances, puis tu suis la tête de Yubel, en fait, parce que tu ne vois plus vraiment Shanta dans la position où est-ce que tu es. Et vous avancez ainsi, et là, les animaux commencent à être présents. Vous voyez qu'il y a des espèces d'antilopes qui se tiennent non loin d'un plan d'eau. Vous voyez qu'il y a des espèces de chats sauvages d'une certaine taille qui se tiennent un peu plus élevés dans certains flancs de rochers. Vous apercevez des oiseaux, vous apercevez aussi des espèces de grands mammifères ressemblant un peu à une sorte d'ancêtre d'éléphant un peu plus petit qui se tient aussi comme pas très loin d'un grand plan d'eau, alors que justement, autour de vous, une rivière très mince, mais avec un bon courant, un bon affluent, devient commune. Elle semble sortir justement d'un flanc de rocher et qu'elle tire sa source de là, tout en se dirigeant vers quelque chose qui doit être en pente un peu descendante sans que nécessairement que vous le sentiez. Et toi qui ouvres la marche, ma chère Shenta, je vais te demander, s'il te plaît, parce que j'aime les tables aléatoires, de me lancer un des 20. Oh là là, un des 20 straight de même. Oui. Parfait. C'est un 11. OK, on va aller voir ça. OK. Vous avancez ainsi alors que le soleil commence à disparaître derrière les rochers et que l'air se fait soudainement beaucoup plus frais. Et vous voyez que Yubel te parle en ta direction, Shanta, puis il dit est-ce que vous souhaitez continuer pour marcher pour la nuit ou vous vouliez prendre logement aux affluents ou peut-être à l'ombre d'un rocher? Je pense que je reposerai exactement la même question dans ma tête, mais à Makila. Commences-tu, sœur? Eh bien, stratégiquement, il y a des avantages et des désavantages à tenter de s'approcher de la communauté la nuit. Nous pouvons utiliser la noirceur pour nous dissimuler, mais eux aussi,
Si nous y allons en plein jour, eh bien, tout le monde sera à visage découvert. Je crois que vous pouvez connaître ma préférence. Yubel, il participe pas parce qu'ils vous ont pas entendu parler. Oui, effectivement. Il est juste comme c'est long à répondre. Ça serait un peu justement, puisque je suis possiblement la seule à vouloir profiter des bénéfices de la nuit, je laisserai la majorité choisir. Très bien, merci. Et vous, Yubel, comment vous sentez-vous? Moi, Nous sommes bonnes pour nous débrouiller la nuit, mais nous ne voulons pas vous handicaper. Je me débrouille très bien la nuit, sauf que je ne sais pas si vous avez l'objectif d'aller discuter avec ces alflins en pleine nuit. Ça serait potentiellement une manière peut-être de les surprendre et de leur déplaire et ainsi créer plus d'animosité que nécessaire. Je serais plus d'avis, du moins personnellement, d'aller leur parler directement afin de créer une entente au lieu de les surprendre. Ce que j'avais en tête, et vous pouvez penser que c'est un mauvais plan, mais ça aurait été d'aller observer les environs du village pour savoir à quoi nous attendre quand nous allons y aller en plein jour pour leur parler. Donc, vous voudriez que nous, par exemple, que nous prenions logement proche d'un rocher pour la nuit, que nous installons notre camp là, que durant la nuit, nous irons faire un tour afin de voir les alentours de ce clan, que nous revenions pour faire un petit dodo, et ainsi au matin, aller leur parler si on se rend compte que c'est pertinent. Oui. Vous pouvez rester au campement si vous voulez aussi. Comme ça, si des éclaireurs voient le campement, vont trouver ça moins louche d'y voir quelqu'un que de le voir vide. Et c'est comme vous voulez. Je ne vais pas vous exclure. C'est une manière de se débarrasser de moi? Absolument pas. Nous sommes très contentes que vous soyez présents. Oui. Bon, je déciderai rendu là, je vous avouerai. Je ne suis pas encore vraiment décidé, mais si ça vous va à vous deux... Mais vous voyez, à ce moment-là, il arrête, puis il te regarde, puis il fait... J'ai l'impression que vous prenez des décisions, mais vous ne vous parlez pas. Parce que définitivement, vous décidez des choses, mais après ça, vous avez comme pris en considération des éléments, puis vous parlez, puis après ça, vous posez des questions à Hubert, puis il est juste comme hey, j'ai-tu manqué des conversations là? Nous comprenons. Oui, j'imagine. Les sœurs jumelles, ça doit bien se comprendre. Écoutez, par là-bas, il y a une espèce de petit affluent proche d'un cours d'eau. Je pense que nous pourrions nous installer à cet endroit et ainsi monter le camp pour la nuit et aller voir plus de quoi est-ce qu'il en retourne de ce campement ou ce clan d'Alflin. C'est entendu. Parfait. Fait que oui, vous allez vous installer dans un coin. C'est une espèce de vraiment genre une petite crevasse à l'intérieur entre deux grands rochers que vous pouvez comme installer votre campement là, puis être sûr que vous êtes à l'ombre et aussi un peu au secret des regards. Et ainsi, alors que vous installez votre campement, que vous installez vos affaires, votre lit de camp, Cubel fait un petit feu qui commence à sortir des espèces de rations, ça ressemble à de la viande séchée qui a été salée avec le temps. Je vais demander à une de vous deux de me faire un jet de perception. Je te laisse décider laquelle. Je peux le faire si t'as pas l'air sûr de toi. Moi je suis pas mal sûre, là, mais c'est parce que j'imagine que tu as beaucoup de points, c'est quand même une capacité assez utilisée. Il va falloir que vous arrêtiez la politesse et que vous preniez. Mais c'est parce que je me dis, tu sais, vu qu'on est habitué de travailler ensemble, d'habitude, c'est déjà déterminé, tu sais, qui observe, qui observe pas. Ça. Fait que c'est pour ça que... Mais je te laisserai faire. D'accord. J'y vais alors. J'ai eu 17. OK. Vous vous installez ainsi, vous placez votre campement tranquillement. Le soleil finit vraiment par disparaître de l'autre côté de la montagne ou des rochers. Il n'en reste que quelques lueurs un peu rosâtres qui viennent s'étendre sur l'environnement autour de vous. Et tu vois, Malika, alors que vous installez votre campement, que dès qu'il commence à faire un peu plus noir, t'aperçois dans des rochers, vraiment plus en hauteur, là, c'est quand même une très bonne hauteur. C'est pas comme
à hauteur tu peux pas me l'atteindre avec ta main, là, c'est vraiment comme plusieurs dizaines de pieds dans les airs. Dans certains flancs de rochers, tu as l'impression de voir comme quelque chose qui commence à bouger alors que justement la lumière du soleil disparaît, mais pas une, pas deux, peut-être 4, 5, des espèces de grandes formes humanoïdes qui ont la peau justement de la même couleur un peu que la roche, qui comme s'ils prenaient vie ou du moins qui s'éveillaient alors que le soleil disparaissait et qui se déplacent très lentement, justement, tellement lentement que tu n'aurais pas. Que si tu n'avais pas pris le temps d'avoir le regard affûté, tu ne les aurais pas vus. D'accord. Puis, quand tu dis qu'ils se déplacent, est-ce qu'ils ont l'air de se déplacer vers nous ou... Ils ont l'air de se diriger en direction de descendre le flanc de la montagne pour se rendre au pied, au sol. Mais c'est trop tôt pour dire s'ils vont vers vous ou s'ils vont ailleurs. Okay. Il y a juste une manière de descendre. OK. Donc, nonchalamment, je continuerai mes tâches, c'est-à-dire probablement pour l'instant faire un cercle de sable que j'ai recueilli autour de notre campement pour le protéger, faire des petits rituels comme ça. Et encore une fois, de façon télépathique, je dirais à Shinta, il y a du mouvement sur les pierres, des gens camouflés qui semblent descendre. J'en ai vu 4 ou 5. Sont-ils armés? J'ai pas pu avoir accès à ça, j'imagine, donc... Difficile à dire. Difficile à dire parce que c'est pas... Oui, c'est humanoïde, mais c'est pas comme genre un humain. C'est comme difficile, je te dirais, de voir la forme en soi. C'est très camouflé, là. Oui, exactement. OK. Ouais. OK. Veux-tu que j'aille voir par les airs où ils vont? Il semblait gagner le sol. Gagner le sol, tu veux dire... Il descendait, c'est ce que j'en ai compris. Oui, c'est ça. Il était sur le flanc de la montagne et ils descendent jusqu'au plancher. Ça. Mais comme aller voir ce qu'il y a en bas. Je suis prêt à voler puis aller comme voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Les voir de haut, finalement. Ouais. Si tu t'en sens à l'aise, oui, pendant ce temps, je vais informer. Est-ce que vous avez encore une fois... Oui, c'est ça, j'allais dire. Vous avez tout dit ça encore dans vos têtes, là. Vous le laissez comme à plein. OK. Ben, le but, c'est de ne pas faire de bruit, là. Soit Goubel, il continue de faire ses affaires, il est en train de manger sa petite viande sec, là, puis il vous regarde, puis il te regarde, puis il fait « Salut ». Je vais m'en approcher pendant que Shinta va faire ce qu'elle a à faire pour l'informer de ce qu'on a vu à voix basse, tout en continuant justement de manger, de faire comme si on n'avait rien vu. Ce sera pas long, j'essaie juste de voir si je suis capable de pogner quelque chose qui vole, de désertique, qui voit dans le noir. Vautour. Vautour voit pas dans le noir. Non. Une chouette. Il y a des chouettes des sables. Ouais, ça va être une chouette des sables. Ce sera pas bien long. Je sors mes stats. Fait que vous comprendrez... Oh, non, c'est pas ça que je veux. Vous comprendrez que je me transforme en chouette, le temps que j'aille mes stats. Dans le fond, Youbel, ça, il le voit par contre, là. Donc, tu sais, mais mon... tu sais, comme je me transforme, ma scarification sur mes bras qui sont en forme, dans le fond, d'aigle, c'est comme si des plumes poussaient à travers toutes ces petites scarifications-là. Et moi qui ai déjà une petite taille, je me deviens encore plus petite et une pièce tombe au sol, puis c'est juste un oiseau à partir de là qui s'envole dans les airs. Donc, une chouette du désert, comme ça, qui s'envole au loin. Tu peux aller prendre les caractéristiques d'un hole, je te dirais. Ouais, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Fait que vous voyez ici Malika qui se transforme. Vous pouvez deviner que c'est une druide, même si je l'ai déjà dit 4 fois pour spoiler son fun, excuse-moi. Et vous la voyez ainsi s'envoler, prendre l'apparence d'une chouette des sables et partir justement à vol d'oiseau, commencer à s'approcher de l'espèce de rocher qui se trouvait en face où il y avait les créatures qui descendaient.
Et dans le fond, tu essaies de voir tout simplement qu'est-ce qu'elles sont, j'imagine. Ben oui, qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles vont faire, à quoi ça ressemble. OK. Tu peux me faire un petit jet de perception à ce moment-là. Je vois que tu as un +3 en tant que... Oui, en tant que chouette. 8. En fait, Je brasse vraiment comme un... tu as Keen Hearing Insight. Hein? Ça veut dire que tu as l'avantage sur tes jets de Wisdom de perception. Oh, OK. Fait que merci. Ouais, c'est ça, en Hearing Insight. OK. Fait que prise 2. Le meilleur est 8. OK. Tu voles, tu commences à planer au-dessus d'eux une certaine vitesse. Tu commences à descendre. Puis même en hauteur, tu vois que c'est comme voulu dans leur formologie et dans la manière qu'ils se déplacent, que c'est tout le temps un peu justement camouflé par la roche. Même en hauteur, tu as l'impression que c'est comme si tu regardais comme des roches de par-dessus. C'est très difficile de voir, bien que tu perçois des bras, des espèces de longs bras musclés, des longues jambes aussi assez musculeuses, des têtes qui s'étirent un peu sur un long cou, mais qui pourraient comme un peu se cacher, presque s'enfoncer dans le creux de leurs épaules. Ils ont un regard avec je dirais des yeux qui sont très creusés dans le fond de leur orbite, avec une grande arcade sourcilière très, très rocailleuse et très épaisse aussi qui monte par-dessus leurs yeux. Et un espèce de long pif dégueulasse qui leur tombe un peu sur le dessus de la lèvre, là, presque un peu en épine, en forme d'épine. Et sont 4-5 comme ça, et tu vois qu'ils n'ont pas nécessairement un... Tu sais pas si ils sont juste caves ou s'ils ont des intentions plus pernicieuses, mais ils n'ont pas l'air d'être comme nécessairement bienveillants ou peu importe. Ils n'ont pas l'air d'avoir comme une... Ils sont pas comme en espèce de genre vite, allons cueillir des baies et revenons à notre... Tu vois qu'ils atteignent le sol, et dès qu'ils atteignent le sol, le premier qui croise, exemple, on va dire un lièvre ou une antilope, il va juste comme il sacrer un grand coup de poing assez fort, que l'antilope va comme tomber sur le sol, reine morte, puis il va la prendre, puis il va se la mettre sur l'épaule. Puis ils vont comme continuer comme ça. C'est comme s'ils s'en allaient en fait chasser, en fait. Mais ça a-tu l'air d'être des halflings? Non, pas du tout. Okay, zéro pinball. Non. Zéro pinball, pas les halflings. Non, même que je te dirais que ça doit faire peut-être un 6-7 pieds de haut, là. OK. OK. Ouais, c'est ça. C'est bon. Puis le village halfling, moi, je le vois-tu d'où est-ce que je suis? Non. En fait, plus tu es en hauteur, ce que tu vois, en fait, c'est que le chemin où vous êtes continue, mais il finit comme par un peu se rétrécir à la manière d'une flèche et même à descendre, comme tu te rends compte que dans le fond, c'est comme si c'était un passage qui descendait dans une vallée, et ce chemin-là qui devient très étroit et foisonnant de verdure. Là, ça devient vraiment comme presque comme une jungle dans la savane. C'est vraiment plein d'arbustes, de grandes feuilles j'allais dire de la laitue, mais c'est pas ça que je veux dire. Là, vous comprenez ce que je veux dire. Et plein de laitue partout. Et dans le fond, tout devient justement très dense. Et si tu continues à jeter ton coup d'œil vers ces environs-là, tu vois justement que là, ça devient vraiment comme une grande forêt qui, dans le fond, s'étend presque à perte de vue, mais enfoncée dans la terre, sous la terre, en fait. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est comme une vallée comme creusée à plat, là, vraiment. Et ce qui est intéressant, parce que là, tu es en vol d'oiseau, tu vois quand même beaucoup de choses. Tu la vois, la pyramide. Oh! Tu la vois, la pyramide, alors qu'elle s'élève vraiment au loin dans la descente verte, au-dessus de la forêt, au-dessus de la jungle. Elle est là, cette espèce de grande forme pyramidale qui, pour l'instant, n'est pas comme à son habitude, du moins comme les légendes en ont parlé, elle n'est pas enroulée dans un voile d'une tempête éternelle. Là. Il se passe quelque chose. Là. Présentement, elle est immobile au-dessus du sol. Il ne se passe rien. Ou du moins, elle est très loin aussi. Là. Tu ne peux pas dire s'il y a des créatures, mais il ne se passe rien, du moins a priori. OK. Puis, je m'approcherais des créatures laites qui descendaient, puis qui étaient violentes, puis qui chassaient. C'est pas à distance de coup de massue, là, mais quand même, je m'approcherais pour essayer de voir si je reconnais c'est quel genre de créature. OK. Je vais te demander 2 choses. Oui. Premièrement, ça va être un jet de déplacement silencieux. OK.
Puis, en fait, de vol Stealth. silencieux. Ouais, stealth. Et le deuxième, ça va être un jeu de perception. OK. Stealth, j'étais à 18. Et perception. Perception, j'étais à 15. OK. J'ai vraiment pogné vraiment un jeu de merde pour essayer de voir s'ils se rendent compte qu'ils sont comme un peu watchés. Fait que tu descends et tu passes quand même très proche d'eux, puis tu vois qu'ils sont très, très focusés sur ce qu'il y a sur le sol. Ils ne vont pas du tout lever la tête vers les ciels. Là. Ils sont vraiment focusés sur les bestioles qu'ils trouvent sur le sol. Tu vois qu'il y en a un là, qui est rendu à son 4e lapin là, qui vient d'écraser d'une patte. Là, tac! Puis il se la prend, puis il se le met comme il se l'accroche comme au bord d'une ceinture faite en espèce de cuir un peu dégueu. Et alors que tu t'approches, tu reconnais... En fait, tu reconnais cette bestiole-là parce que tu en as déjà vu, mais pas de cette espèce-là. C'est comme un sous-genre d'une espèce que tu connais comme étant des trolls. Okay. Mais que ceux-ci proviennent justement d'une sorte qui habite justement plus dans des endroits désertiques. Et pour les personnes qui sont à la maison, il s'agit d'une créature de la 3.5 du livre Sandstorm, qui est pour le désert, que j'ai adapté à la 5e, qui s'appelle un troll Wasteland. Donc un troll du Wasteland. Fait que c'est vraiment une espèce de troll qui habite dans le désert. Et là, ils sont comme 4-5 comme ça, à comme taper des animaux pour se les mettre sur l'épaule et s'éloigner. Et tu vois que ils vous ont pas vu. Ils n'ont pas vu votre campement. Là. Ils n'ont pas vu votre campement, mais tu vois qu'ils commencent à s'en approcher quand même pas pire à force de chasser. Fait qu'éventuellement, ils pourraient vous tomber dessus. Ben, du moins, pas vous tomber dessus, mais vous voir. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont réagir, là. Aucune idée, mais ils vont probablement vous voir maintenant. OK. Je pense que j'accélérerais mon coup d'aile pour me revenir au campement, puis avertir mes comparses. Là. Okay. Je pense qu'avant de me retransformer, comme j'atterrirais sur l'épaule à Makila, puis j'imagine, vu qu'on peut parler par télépathie, que je suis capable de lui parler en commun. Oui, oui, absolument. Oui, okay. Fait que je suis pas de corde vocale, mais c'est avec l'esprit. Fait que j'y raconterais tout ça, là, la pyramide au loin, une couple de trolls qui s'en viennent, qui ont l'air de chasser, puis tout ce qui bouge, puis c'est ça. Puis dire qu'ils s'en viennent vers nous, puis ils risquent de nous voir. Juste pour savoir, par rapport à ces trolls-là, nous, on n'en avait jamais vu auparavant. On ne sait pas c'est quoi vraiment. On ne sait pas s'ils sont des êtres avec qui on peut communiquer. On ne connaît rien, là, vraiment, mis à part de quoi ils ont l'air, mettons. Mais tu sais, le concept d'un troll, tu sais c'est quoi? Dans le fond, c'est quand même une bestiole. C'est un peu la manière d'une gangrène qui pousse un peu partout dans les territoires sauvages, mais qui sont tout le temps un peu associés à l'environnement où est-ce qu'ils sont. Tu sais, des trolls de forêt, des trolls d'eau, tout ça. Là, un troll de désert, t'en as jamais vu. Peut-être parce que c'est très rare. Fait que tu saurais pas dire, mais généralement, c'est que c'est pas des créatures qui sont habituellement le fun, mais c'est pas des créatures qui sont totalement idiotes au point de se dire que s'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le gros bout du bâton, ils vont continuer à combattre. Là. On s'entend. OK. Parfait. Donc, à ce moment-là, je vais dire à Yubel qu'est-ce qu'il y en a aussi. Là. Je vais lui dire qu'est-ce que vous croyez que nous devrions faire? Est-ce qu'on fuit? Est-ce qu'on les affronte? Est-ce qu'on tente de se cacher pour juste éviter le passage? Il semblerait qu'ils chassent. Somme toute, s'ils ne nous voient pas, ils vont continuer leur petit bout de chemin. Tu vois qu'au moment où tu mentionnes, au moment où tu mentionnes comme les trolls, il est comme en deux bouchées, puis il fait comme quoi il fait pardon, des trolls de désert. Dit, apparemment, vous en savez plus que nous. Non, mais c'est juste des trolls, tout simplement. Je pense que le mieux que ça serait. Comment ils étaient, vous dites? 4-5. 4-5. Puis toi qui a l'air de comme compter ses flèches. Il fait non, ça serait mieux de. Ça serait mieux de peut-être se cacher. Habituellement, les trolls ont un certain problème avec la lumière du soleil. C'est pour ça qu'ils sortent maintenant alors que la nuit est tombée. Ils sont une faiblesse au feu en général. Mais nous ne sommes pas préparés pour les combattre aussi rapidement dans un tréfonds, dans deux rochers. Je pense que nous devrions peut-être plus faire profil bas, attendre qu'ils passent et voir ce qu'il en est.
Je n'ai aucun problème avec ça. Vous avez pu le voir plus tôt. Absolument. Fait que tu vois, rapidement, tu vois, il ramasse ses affaires. Hein, et c'est comme une espèce de sac fourre-tout. Est-ce qu'il fait juste comme pogner son stock, le refermer rapidement, mettre ça sur son dos. Puis il commence à escalader un peu l'espèce de paroi de roche de où est-ce que vous étiez caché pour comme essayer de se trouver une espèce de plat de rocher où il peut comme se mettre à plat pour être comme disparaître un peu à la vue des créatures qui sont plus basses que lui. OK. Est-ce que près des rochers, il y a quand même de la végétation? Moi, j'aimerais ça aller me taper dans la végétation parce qu'eux ne pourront pas le faire parce qu'ils sont de la couleur des rochers. Fait que s'ils vont dans le vert, je vais plus les voir. Moi, j'aimerais ça aller dans le côté où c'est plus coloré, justement, pour qu'ils ne puissent pas m'avoir de cette façon-là. Oui, absolument. Tu peux aller faire ça. Tu peux me faire ton jet de stealth. En fait, c'est pas... Il n'y a plus ça à 5e à cacher dans l'ombre. Hein. Tout est rendu stealth, c'est ça. Ouais, furtivité. Ouais, fais-moi un jet de furtivité. J'ai eu 18. OK. Je suis lancé pour Yubel. Je veux ça. OK. Tu vois que toi et Yubel, vous allez cacher chacun dans votre coin. Vous allez tout ramasser vos stocks et ça donne vraiment l'impression qu'il n'y a personne qui est passé là. Ça donne vraiment l'impression qu'il n'y a personne qui est passé où est-ce que vous étiez. Il n'y a rien du tout. Et là, les trolls... Du moins de toi où est-ce que tu les vois approcher. Et toi, de ton côté, pendant ce temps-là, Marika, Shenta plutôt, tu fais quoi? Moi, quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, là, j'ai repris mon envol, puis je vais pas voler en rond autour d'eux pour signaler qu'ils sont là, mais je vais être assez proche pour pouvoir intervenir s'il y a de quoi, puis voir ce qui se passe. Là. OK. Fait que tu t'es caché dans ton buisson, Malika, et tu les vois commencer à approcher, une espèce de grandes bestioles. Ils ont vraiment des fichues de grosses griffes au bout des doigts. Là. Ça ressemble vraiment à des espèces de longues griffes de prédateurs au bout des doigts, autant au bout des pieds. Ils sont gigantesques. De ton point de vue, Shanta, je t'ai fait lancer un jet pour ça. Et tu as dit dans les environs de 10 pieds, mais au moment où tu les vois, Malika, ils font plus dans les environs de 10 pieds. C'est vraiment des fichus de grosses créatures. Et dans les environs de 6 pieds, environ peut-être 600 livres, là, c'est comme des grosses montagnes de muscles et de justement de l'impression de roche. T'as l'impression que leur peau, c'est comme de la roche. Ils ont comme plein de galets sur les épaules, un regard qui est comme des tout petits yeux rouges enfoncés justement dans le creux de leur tête, avec le long pif et des dents pointues et acérées, mais vraiment tout croche qui vont dans tous les sens. Et ça doit être très douloureux lorsqu'ils ont la bouche fermée. Et les 4-5 commencent à se promener un peu aux alentours d'où est-ce qu'il y avait votre campement. Et tu les entends parler entre eux, puis il y en a un qui fait l'espèce de... Quelle langue que tu parles? Clairement pas ça. Là. Je parle juste le commun, l'alphelin et le genre de jargon des cambrioleurs. Là, donc, c'est le jargon des cambrioleurs? Ben non, c'est pas vrai, je te gagne. T'as fait une face de genre, no. Ben là. Non. Une fois qu'ils font genre, ils se mettent à se parler entre eux, là. Biche, my, biche. Et ils regardent un peu aux alentours, puis tu vois qu'il y en a un qui se penche où est-ce que vous étiez, puis il commence à sentir le sol avec son espèce de grand pif un peu gluant, comme s'il essayait de sentir ton odeur, puis il lève sa tête, et tu vois qu'il lève sa tête en direction d'où est-ce que t'es dans le buisson. Mais tu sais pas si il te voit ou il fait juste comme lever sa tête en cette direction-là. Puis il commence à marcher vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aimerais tout de suite prendre une des pochettes que j'ai dans mes poches de sable, la lancer, puis là, il y a ma Magen qui est faite en sable qui va apparaître. Et je voudrais elle est invisible, là. J'ai la possibilité de faire ça avec ma classe. Je voudrais qu'elle aille faire du bruissement le plus loin possible de moi. Okay. Qu'elle passe à travers les grandes feuilles de ce genre de jungle-là pour que son attention soit attirée vers autre chose. OK. T'as pas dit tantôt que tu étais une voleuse? Puis là, tu fais des sorts? Ouais, mais est-ce que tu es un arcane trickster? Tout à fait. Parfait. Maintenant, tout le monde sait vos classes de tout le monde. OK. Non, c'est pas vrai, on ne sait pas c'est quoi la sous-classe du druide à Kim. Sauf que maintenant, si elle vole, vous pouvez deviner que c'est un Circle of Moon, sinon ça pourrait pas. Fait que, simplement. Fait que tu fais apparaître ainsi ta main invisible qui part un peu justement la forme comme en sable. Elle va comme runner un peu sur le sol et tu la fais comme balancer dans un paquet de feuilles puis tu fais genre juste comme faire bouger des feuilles de même.
OK. Parfait. Je te fais pas faire de jeu pour ça. Je trouvais ça que c'est déjà assez cool et intéressant comme ça. Tu vois que le troll, il était vraiment comme peut-être à, je te dirais, 3-4 pieds de toi. Et il te surplombait là, de toute sa grandeur de 10 pieds. Et il aurait pu t'écraser avec son pied. Là. Et à ce moment-là, il se tourne la tête vers la droite alors qu'il entend une espèce de bruitage dans le buisson. Puis il fait juste comme donner un coup. Comme dans le sable, dans une espèce de tas d'herbe. J'imagine que ta main ne peut pas vraiment être touchée, la main spectrale ne peut pas vraiment être blessée. Là. Fait que, il fait juste comme éclater sa main dans le sable. Et par hasard, il y avait comme une petite bestiole, un genre de petit lézard qui attrape, puis qui le pogne, puis qui fait tout de suite comme se le mettre dans la gueule, une espèce de. Puis tu vois que les 4 trolls, ils commencent à comme se mettre un peu en rond, puis à discuter entre eux dans leur langage atypique avant de finalement reprendre la marche et se rééloigner. Ils s'éloignent. Ouais. Puis ils reviennent. Non, c'est pas vrai. Ils s'éloignent pour de bon. Ils s'éloignent pour de bon en direction de un peu plus loin dans l'espèce de zone un peu plus. La zone où est-ce que vous êtes, l'espèce de creux avec la petite rivière d'eau et la forêt, là, tu vois, qui reste dans l'espèce de place où il y a des animaux, puis dès qu'ils ont l'occasion, ils éclatent une bestiole, puis ils se la mettent sur eux autres. Je ne sais pas trop combien de temps ça va durer, peut-être une partie de la nuit rendu là. Mais est-ce que vous restez caché toute la nuit? Qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant? Mais là, ils s'en vont dans la direction opposée de ce que nous, on voulait aller ratisser le périmètre. Oui, absolument. Les autres, ils s'en vont vers où est-ce que vous venez, en fait. J'aurais tendance à dire qu'on suit le plan, là, mais je vais attendre que mes comparses me rejoignent ou de les rejoindre. J'ai l'impression d'être à l'abri, fait que je pense que j'attendrai de voir s'ils me retrouvent. OK. De ton côté. Voyant ça, je pense que ce que je ferais, c'est aller en volant là, m'installer à côté de Youbel, puis en comme picossant le linge avec mon bec, là, comme le tirer vers où ce que Makila allait pour lui faire comprendre, OK, ouais, viens-t'en, là, on bouge. OK. Ce Cubel, il fait comme, il te regarde, il lève la tête, puis il te reconnaît, puis il fait OK. Oh. Puis il descend en bas, puis il va te rejoindre, Malika dans ton coin, puis il fait. C'est drôle parce que ton personnage s'appelle Malika, puis ton personnage. C'est Makila. C'est Makila, mais. Moi, j'arrête pas de mais dire oui, Malika. non, mais moi, je l'ai dit au début, là, j'étais comme ça ressemble donc bien à mon prénom. Puis là... Malika. Ouais, fait que, dans le fond, c'est parfait. Okay. Malika et Kemet, c'est le nom de vos personnages maintenant. Mais non, plus sérieusement, Youbel va te rejoindre caché dans ton petit feuillage. Puis il te regarde, puis il fait comme bon, je sais pas pour vous, mais pour moi, j'aurais l'intention de peut-être camper plus loin. Si on pourrait s'approcher ou même peut-être commencer à descendre dans la descente verte. C'est un choix qui me semble judicieux. Et qu'est-ce que tu en penses, Shinta? Puis il regarde comme un animal en se disant si tu es. Puis là, moi, je suis un autre chouette plus loin. ouais, ça peut juste ça. Il regarde l'animal. Puis tu sais, c'est pas drôle, là. Il peut pas te parler avec toi. Il est comme. Ouais, je fais juste m'envoler. Puis il est pas volé rapidement, là, mais tu sais, je fais comprendre que c'est par là qu'on s'en va. Là. Parfait. Fait que vous reprenez ici la route, ayant évité un premier encounter, une première rencontre aléatoire avec ces fameux trolls du désert, qui vous auraient potentiellement décalissé la face, je ne le cacherai pas. Moi, j'ai pas de pitié. Fait que vous quittez ainsi en direction de la descente verte. Et est-ce que vous refaites un campement avant de commencer de descendre dans l'espèce de grand feuillage, vraiment, ou est-ce que ça devient une jungle, ou vous faites ça plus loin? Youbel, il vous suit. Là. Il ne va pas être décisionnel là-dessus. Là. Je pense que je dirais à Makila encore télépathiquement de peut-être serions-nous mieux de descendre. Si les trolls reviennent, nous ne serons pas sur leur trace, sur leur passage. Oui, j'ai peut-être l'impression qu'ils évitaient la crevasse, donc ça pourrait faire en sorte de ne pas recréer une rencontre comme celle-ci. Je te suis, ma sœur. Moi, en fait, je vais juste comme voler en zigzag. Je te dirais, rendu là, Shinta,
Ça fait 4 heures. Non, pas du tout. C'est très difficile pour toi de te déplacer à la hauteur des autres dans cette végétation-là, dans le sens que si tu te déplaces, tu vas plus être au-dessus de la forêt, plus que vraiment au cœur de celle-ci, parce que c'est excessivement dense, puis c'est vraiment rochant pour un oiseau rendu là. OK. OK. Bon, ben je vais... le plus bas que je suis capable d'aller, on s'entend sur la paroi, là. J'irai me poser à l'endroit sécuritaire, puis je me retransformerai en petit halfling pour pouvoir continuer la descente avec eux. OK, parfait. Fait que vous voyez qu'éventuellement, vous atteignez ce qu'on appelle la descente verte, qui est littéralement une descente qui s'enfonce, en fait, pas nécessairement sous la terre, mais dans une zone qui est plus enfoncée du niveau de la terre, mais qui est une gigantesque forêt, une très grande jungle. Et en même temps, c'est comme l'espèce de chemin qui suit la rivière, cette espèce de petit courant d'eau qui a glissé et qui a fini par créer justement un effet de crevasse pour créer une descente. C'est celle que vous suivez. Et autour de vous, la forêt devient de plus en plus dense, ça devient de plus en plus vert, mais aussi en même temps très étouffant, alors que vous êtes au total opposé du désert maintenant. Vous marchez et chaque déplacement fait en sorte que vous pilez sur une plante, que vous pilez sur de la verdure, que des fois vous vous empêtrez dans des lianes. Ça en vient comme quand même assez intense pour les déplacements. Et j'aimerais savoir encore, est-ce que c'est encore toi qui mène le bal, Shenta, ou vu la circonstance, c'est plus maintenant Makila qui ouvre la marche? Ben, je suis quand même assez bonne. Tu sais, dans le fond, autant Makila, elle a un passé de plus de contrebande et de chasseuse de primes. Moi, dans le fond, je me suis... dans les moments où on n'était pas ensemble, je me suis quand même spécialisée un peu plus dans le... comment je pourrais dire ça? Je peux pas me spécialiser dans le nomadisme, là, mais dans le fond, je me tiens beaucoup avec justement les satyres, puis les gens qui traversent le désert, puis qui a vraiment développé des habiletés justement de survie. Fait que je pense que j'ai quand même une habileté justement à être en premier, puis à tracer les chemins, puis à reconnaître mon chemin. Fait que je pense que à moins qu'on soit vraiment dans une situation où quelqu'un doit faire la reconnaissance, ça serait moi qui prendrais les devants. OK, parfait. Ainsi, tu rouvres encore la marche alors que tu te débats un peu au travers des verdures. Et pour toi, c'est encore moins pénible que pour Yubel, qui est très grand, qui fait en sorte qu'il se prend encore plus dans les différentes plantes. Et vous suivez ainsi dans cette espèce d'environnement, cette espèce de microclimat, en quelque sorte, où tout est très humide, très, très chaud, mais étouffant à fond, à un point où de temps en temps, vous devez prendre des pauses pour un peu reprendre votre souffle. Et je vais te demander, s'il te plaît, Shenta, de me faire un jet de perception. Perception. 17. Tu me croiras, je te dis que c'était pas assez. Ben, je te crois, là. Et tu vois que vous commencez à descendre ainsi. Et Shenta, tu marches, tu avances, tu essaies de faire attention, tu poses les pieds, tout ça. Et à un moment donné, tu déposes le pied sur une plante, mais au moment où tu la déposes, ton pied s'enfonce, puis tu te rends compte que ce n'était pas une plante, mais bien un crâne qui a été positionné là avec une espèce de petite couche on va dire de feuilles par-dessus. Et au moment où tu pètes le crâne avec ton pied, il y a comme une espèce de poudre qui sort, qui s'élève immédiatement dans ton visage. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de constitution. Et là. 17. 17. Un 7. 17, 7. Ouais. Tu restes debout, bien que ta tête devient comme... Tu as la tête qui te tourne et ça devient extrêmement confus. Et tout devient un peu, je te dirais... pas nécessairement... tu as l'impression que tout est à une certaine distance plus éloignée que ça devrait l'être réellement, mais tu réussis à te maintenir debout et à garder vraiment la tête sur les épaules. Je vais vous demander à vous deux, c'est quoi votre initiative? Pas votre initiative, votre classe d'armure. 15. 17. Moi, c'est comme 3 chiffres d'affilée, 1, 7, 1, 7. Moi, 17 encore. OK.
vous entendez des espèces de bruits qui ressemblent un peu à comme à des sifflements, alors que vous voyez... en fait, vous le sentez pas. C'est ça l'affaire qui est spéciale. Vous le sentez pas jusqu'à ce que vous commenciez à sentir un picotement, alors que vous vous rendez compte que vous avez des petites épines qui ont été lancées comme par des sarbacanes, qui vous sont plantées comme soit dans l'épaule ou dans le cou, ou quelque chose comme ça. Et de ton côté, c'est comme un peu malchance, c'est comme si tu étais vraiment malchanceux, Shanta. Tu vois qu'il y en a une qui t'a été plantée directement dans le cou, alors que toi, Makila, j'ai pogné un naturel. Fait que tu vois qu'elle s'est juste comme plantée dans ton linge. Puis qu'elle s'est pas vraiment comme rendue jusqu'à ta peau. Et ainsi, alors que vous avez nettement l'impression d'avoir attiré le regard de quelque chose, vous sentez, ou plutôt vous voyez le feuillage qui se met à vibrer autour de vous et vous apercevez des créatures qui sont environ de votre taille, je dirais, avec les cheveux très, 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 très longs et aussi très hirsutes, et que ces cheveux sont d'une telle longueur et d'une telle épaisseur que ça fait office un peu de linge. Vous voyez que ça leur tombe comme dessus, à la manière presque d'une espèce de couverture. Fait qu'ils sont comme complètement nus, mais ils ont une espèce de cheveux assez épais et assez longs que ça les couvre au complet. Et ils ont une peau vraiment blanche, comme s'ils avaient passé de la craie par-dessus. Et un regard vraiment rouge, comme s'ils avaient eu comme soit une poudre ou quelque chose dans les yeux. Fait que c'est vraiment le contour des orbites est rouge. C'est ce qui donne un air quand même excessivement menaçant. Et vous vous rendez compte qu'il y a quelques-unes de leurs dents qui ont été un peu acérées et qui ont tous des espèces de tatouages, aussi des scarifications qui ressemblent à des genres de sauterelles un peu. Et rapidement, cette espèce de regroupement-là vous entoure. Vous en comptez peut-être gros maximum une dizaine à ce moment-là. Et vous voyez qu'un d'entre eux se sépare un peu du groupe. Il y a une espèce de une grande dent d'un prédateur que vous ne pouvez pas reconnaître, qui fait comme office un peu de poitrail. Là. C'est gigantesque, ça y fait tout le torse. Et il avance un peu vers vous avec un air menaçant, tenant dans ses mains une espèce de hachette qu'il a comme construit avec une pierre aiguisée, de la cordelette et du bois. Et de ton côté, Shanta, tu commences à te sentir un peu paf, là, un peu une encarte, tu as mal au cœur alors que tu as vraiment le liquide qui commence à pénétrer dans ta chair. Et si tu jettes un coup d'œil derrière toi, tu vois que Yubel est à terre, il est inerte. J'ai eu un naturel à son jet. Il est complètement un naturel. Toi, de ton côté, Makila, ça va bien. T'as quand même été relativement chanceuse. Et ce regroupement-là commence à refermer le cercle autour de vous. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode pour ce soir. Non! Moi, je suis comme ça. Moi, là, je suis poche dans mes fins de game. Je suis tout le temps comme Mais ça se passe là, puis non. Je vous fais tac, ça arrête là. Fait cool. Hey! Grosse game encore ce soir. Là, on est vraiment dans l'espèce de l'espace sauvage. Fait que merci encore. J'allais t'appeler Makila. Marika et Kim, merci à vous deux de vous être encore portés pour cette aventure à l'assaut de la pyramide. Nous allons voir où est-ce qu'on s'en aller avec ce clan de halflins-là au prochain épisode. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Vous pouvez laisser un commentaire, liker, partager. Dites-moi ce que vous en avez pensé ou ce que vous pensez que ça va s'en aller, cette histoire. Est-ce que vous vous dites que c'est un Yubel meurt ou quelque chose d'autre comme ça? Et sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.